Produit avec le soutien de la MDJS. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Radio Ma'arif pour un nouvel épisode de votre podcast Icône. Alors chaque épisode d'Icône, vous le savez maintenant, ce sont deux passionnés qui se réunissent pour défendre pendant à peu près 15 minutes chacun, plus ou moins, à qui mieux le statut d'icône à des gens qui les passionnent justement. Et avant de découvrir les icônes du jour, et quelles icônes yes LM, bonjour les amis. Alors avant de commencer à en parler, je suis aujourd'hui avec deux habitués de Radio Ma'arif, résidents quasi permanents. J'ai nommé Monsieur Mustafa Qaderi et Monsieur Reda Allali. Comment allez-vous? Bonjour. C'est un plaisir d'avoir Reda en face de l'autre côté pour une fois. Il pourrait être lui-même cuisiner alors qu'il a l'habitude de nous cuisiner. Ouais, c'est aussi un plaisir de voir Mustafa Qaderi sortir de ses... Pénate d'Emnatienne. Ouais, non, mais de sortir des sultans et des colons et des guerres et des machins pour nous parler un peu de musique. Moi, je suis très heureux. J'attends ça avec impatience. Ah, donc tu viens de nous annoncer la couleur, ça va parler musique, c'est Qaderi. Oui, on va parler de la musique du Moyen Atlas et à travers une icône, Madame Hadda Ouakki, toujours vivante. Il est un peu souffrante ces jours-ci, espérons qu'il sera mieux. Espérons qu'elle écoute le podcast aussi. Oui, elle comprend pas le français, mais bon, je le ferai parvenir avec grand plaisir. En tout cas, c'est une dame qui a marqué toute la musique du Moyen Atlas. Et il a beaucoup chanté en Tamazigh et en Darija. Il a toujours été associé à quelqu'un qui s'appelle Ben Nasr Khouya, qui est toujours en vie. C'était un peu son mentor, c'est lui qui l'avait fait émerger. Je pense, je vais t'arrêter un petit peu juste avant qu'on continue. Peut-être écouter un petit morceau de Hadda Ouakki avant de plonger dans la vie de cette icône. وإلا كليت ما يبان عليا وإلا ضحكت ندمت عليه Donc Hadda Ouakki est une icône de la musique du Moyen Atlas et de la Aïta du Moyen Atlas, que ce soit en Tamazigh ou en Darija. Elle a chanté depuis 1967 à peu près. Elle est toujours là et elle chante encore. Sa voix n'a pas bougé d'un iota et surtout il est parmi les rares à avoir la capacité de changer de voix, c'est-à-dire entre l'aigu et le grave, d'une manière extraordinaire malgré son âge. Il garde ses cordes vocales impeccables, espérant que longue vie, longue santé pour qu'il continue à nous émerveiller. Et on l'a comparé à Kulthum, me semble-t-il, justement peut-être pour ce registre vocal, mais il paraît qu'on l'a comparé à Kulthum. Oui, peut-être, mais en tout cas c'est un répertoire encore complètement différent. Elle a commencé sa carrière très 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 jeune également. En 67 à Casablanca d'ailleurs, parce que c'était avec Ben Nasr Khouya. Elle est originaire de Zawit Ait Ishaq à côté de Khnifra. Ben Nasr Khouya est originaire de Zawit Chir à côté de Ben Imlal. Et il travaillait dans les cabarets. Alors à un moment donné, les cabarets de Casablanca, avec le départ massif des Juifs au début des années 60, c'est pour ça qu'on a ces orchestres de ce qu'on appelle un peu le shabi qui va apparaître pour remplacer les musiciens juifs qui commencent à quitter et donc manque d'animation, et on va se rabattre sur les groupes du Moyen Atlas. Ils étaient très 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 nombreux à travailler ici, et du coup les sociétés de production à Casablanca les ont enregistrés au début dans les disques et ensuite sur cassette. Mais comment ça marchait à l'époque? C'était des stars déjà? Ou là plus un petit comité, des gens qui fréquentaient les cabarets? Localement, c'était des stars, parce qu'ils animaient aussi les mariages sur place, donc eux ou d'autres, parce que le Moyen Atlas, justement, est connu par beaucoup de groupes, beaucoup d'icônes, beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Bon, Hadda Ouakki a émergé à l'époque, malheureusement, il y a d'autres femmes qui n'ont pas pu émerger, mais dont les voix étaient très importantes dans la musique de cette région, qui est très associée un peu comme le genre l'Aïta. D'ailleurs, il y a certains qui parlent de l'Aïta
الزيانية comme une quatrième ou une cinquième par rapport à المرصاوية, الحوزية, العبدية et الزعرية, et comme une bonne partie du Moyen Atlas est collée à Z'Aïr. Donc il y a ce switching. D'ailleurs, Khnifra était très connu avec beaucoup de noms comme Stéphane Inia et d'autres de ce switching d'Arija, Tamazirt, avec la même musique, je veux dire, sans changer le répertoire musical. C'est pour ça que, je veux dire, Hadda Ouekki, entre autres, émerge parfaitement parce qu'il joue sur les deux répertoires. D'ailleurs, parmi les anecdotes, j'ai écouté beaucoup d'émissions en radio qu'elle avait faites. Il chantait Darija sans comprendre ce qu'il chantait. Donc il apprenait par cœur à Casa avec sa troupe et il comprenait pas ce qu'elle chantait, mais bon, sa vocation artistique, musicale, etc., fait qu'il s'exécutait parfaitement. Phonétiquement, en tout cas, parfaitement bien. Reda, chez Ah ouais, Saïb. non, mais ça me surprend pas qu'on puisse chanter sans comprendre, parce que on a beaucoup fait ça en anglais, en tout cas, avant de comprendre ce qu'on disait. On était capable de phonétiquement, avec beaucoup de fautes, d'imiter ce qu'on entendait à la radio, quoi. Et le statut d'icône Mustapha, il est dû à quoi, finalement? À la voix, au répertoire, au fait que cette bonne femme, parce que moi j'ai fait une petite recherche un petit peu avant d'arriver, petite jeune fille de 14 ans, marie un vieux monsieur de 70 ans qui débarque comme ça dans le monde de la musique. Mais c'est quoi? C'est le personnage? C'est l'aura? Non, c'est tout ça? Le début de sa vie, c'était cela, effectivement, mais il s'échappe de cette condition-là, où l'époque, on ne prenait pas du tout en considération les choix des personnes, des femmes surtout. On continue à avoir ce problème, malheureusement, encore aujourd'hui. Mais non, c'est un long parcours. Mais en tout cas, je me souviens très bien, dans ma jeunesse, ma petite enfance, je veux dire, les disques, Hadda Ouekki était une personne très demandée, surtout quand il y avait une seule famille qui avait le fameux tourne-disque en forme de petite valise et qui faisait la tournée des maisons pour leur faire écouter de la musique. Donc, surtout, tout le répertoire du Moyen Atlas, de l'Aïta, même des fois jusqu'à la Bahdriyassa, parce que les immigrés amenaient des disques également. Mais c'était une icône, en tout cas connue dans le Moyen Atlas, oui, c'est sûr et certain, dans toute la zone limitrophe. Et c'est avec les médias et surtout dernièrement avec la télévision, avec l'Internet, les YouTube, que les gens ont accès à l'ensemble de son répertoire qui est très 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 riche. Je crois avec Nasr Khoya, il dépasse genre une soixantaine de morceaux. Et puis après, il fait sa propre troupe avec son collègue qui est décédé, Zahraoui, Abdallah Zahraoui, avec lequel récemment, oui, effectivement. Il continue un répertoire jusqu'à toucher même l'Aïta Jbliya, Aïn Zoura, Alik Bkit ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire avec un ton Jbli, c'est sa capacité de s'adapter à tous les répertoires de la musique qui sont plus ou moins associés à la notion de l'Aïta. Non, juste un petit mot pour souligner la puissance de caractère qu'il faut pour quand tu es une femme dans un milieu rural ou urbain, d'ailleurs pas grande différence, mais qui est mariée jeune et qui va faire carrière dans la musique. Et je voudrais juste qu'on s'arrête 2 secondes sur le nombre de portes fermées qu'il faut ouvrir pour arriver là. Donc tu vas jouer dans un cabaret, tu es marié, tu es dans un milieu rural, tu es musicien. Enfin, ça fait beaucoup d'obstacles à franchir. Il y a des dames qui les ont franchis au Maroc. Hein. On parle de Hadda Ouekki, on pourrait parler de Najat Tsabour par exemple. Oui. Il y a des Hajj Hamdawiya, il y a Hamounia, enfin il y a des personnages comme ça qui ont réussi à pousser toutes ces portes qui vraiment sont fermées par beaucoup de choses, hein, y compris des problèmes, j'ai envie de dire, mais vraiment basiques, financiers, logistique. Il faut imaginer ce que c'est qu'une dame en tournée au Maroc. Hein. On l'a fait avec des hommes et parfois, non mais c'est vrai, parfois tu as des problèmes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui surprendront. Et avoir comme ça une dame qui arrive à pousser toutes ses portes avec succès, à se poser comme ça dans l'espace public avec cette intensité, voilà, j'ai toujours envie de leur tirer le chapeau et en même temps de ramener les choses à ce qu'elles sont très souvent au début. C'est une passion énorme. C'est des gens, c'est musiciens qui ne peuvent pas ne pas le faire. Voilà, quitte à se mettre en danger. Histoire de vie ou de mort. Voilà, tu ne peux pas ne pas le faire. C'est-à-dire que quand les choses sont compliquées comme elles le sont chez nous, tu vas te retrouver dans les gens qui font comme ça 20 ans, que des personnages, surtout chez les femmes, qui ne peuvent pas ne pas le faire. Ils n'ont pas le choix, c'est limite. Voilà, c'est une question de vie ou de mort, tu as très bien dit. Et est-ce qu'elle a eu je pose la question très innocemment, est-ce qu'elle a eu une portée à l'international? Il a fait des tournées à l'international parce qu'à un moment donné, pour les migrations, le ministère du Tourisme ou là, le ministère de la Culture, les ministères qui s'occupaient de la communauté marocaine à l'étranger à l'époque faisaient des tournées à pas mal de troupes. C'est ainsi que je me souviens pas
pour elle, mais en tout cas, certains ont joué même à la Maison-Blanche suite à une visite officielle d'un ancien Premier ministre qui a amené des troupes du Moyen Atlas, y compris le fameux maestro Mohamed Hussein Chiban, et une autre troupe, pas celle de Hadda Hakim, mais celle de Hachouch, qui est décédée aujourd'hui, qui ont joué à l'intérieur de la Maison-Blanche. Mais en tout cas, ce type de musique, c'est une sorte de musique ambassadrice, au niveau qui représente un peu le Moyen Atlas, la zone de toute Fazaz, qui va un peu le genre que les gens écoutent à peu près de Taza jusqu'à Azilal, et à peu près de Azrou jusqu'à la frontière algérienne, je veux dire, de le sud-est. C'est un genre musical très écouté. Et puis, bien sûr, il est devenu un peu beaucoup plus populaire avec l'émergence de nouvelles têtes dans les années 70, 80, comme Mohamed Drouisha, Mohamed Maghni, Mustafa Al-Akri, qui ont beaucoup accroché le public des plaines parce que justement, ils se reconnaissent un peu dans le genre. Qui leur parlait, oui, moi, j'ai envie de poser une question à Mustafa sur les textes. Est-ce qu'elle met en musique des textes qui existent dans le répertoire ou il y a des gens qui écrivent des textes ou elle les écrit elle-même? Est-ce qu'on est dans la mise en musique de poèmes ou on est dans l'écriture musicale, quoi? Il y a des paroliers. Il y a des paroliers chez lesquels les groupes cherchent les textes. Et les paroliers sont issus normalement d'une tradition qu'on appelle une shaden, c'est-à-dire des gens capables d'improviser sur place ou d'écrire, comment dirais-je, un poème ou des fragments de distiques qu'ils retirent par exemple des chants de la Hidous. Il y a toujours des poètes également dans la Hidous. Et donc là, il y a des distiques qui deviennent un peu populaires et donc ils sont réutilisés. Mais en général, c'est des paroliers, ils cherchent les textes chez des paroliers, des gens qui écrivent dans le métier, pas le métier, mais en tout cas, ils ont le don d'écrire des textes. À ma connaissance, il n'a jamais écrit de texte, ni elle, ni Zahraoui ou bien Ben Nasr Khouya. J'ai écouté beaucoup de leurs interviews à la radio, je les ai rencontrés moi-même à droite à gauche, sauf s'ils reprennent quelque chose qui est déjà courant et qu'ils habillent un petit peu. Mais c'est les paroles, c'est des paroliers qui les font. Et malheureusement, les histoires, parce que cette musique est considérée comme folklore. Donc les histoires de droits d'auteur, etc., ils ont longtemps bataillé avant de pouvoir enregistrer cela parce qu'on considère ce qui est folklore, c'est-à-dire ce qui est ancien, il n'y a pas de droits d'auteur. Rassure-toi, même le reste. Même le reste peut-être même encore plus difficile parce que c'est difficile de retracer, c'est ça? De retracer peut-être l'origine et les auteurs. Non, mais il n'y a pas que ça. Bon, c'est un grand problème. Il faudrait des podcasts là-dessus. Mais quand Mustafa, tu as posé la question de savoir si Hadda Hakim avait joué à l'étranger, elle a joué à l'étranger dans les milieux communautaires. C'est-à-dire soit on va voir les Marocains d'Europe, ou bien on va montrer le Maroc sous sa version folklorique à des étrangers. Voilà. Moi, c'est mon grand regret sur la musique marocaine traditionnelle, c'est qu'elle n'a pas été sortie de ce confort communautaire, comme a pu le faire par exemple la musique cubaine ou la musique brésilienne. En fait, c'est pour ça que quand j'ai posé la question, j'ai utilisé le mot innocemment, parce que quand je pense à Cheikh Harimiti par exemple, je me demande pourquoi des icônes de l'autre côté n'ont pas connu ce genre de reconnaissance internationale. Avec l'Algérie, il y a plus de passerelles, c'est-à-dire que pour aller vite, un Bob Marley va arriver à nous par l'Angleterre. Voilà. L'Angleterre va jouer ce rôle de passage, par exemple, pour les États-Unis peuvent jouer ce rôle de passage pour les musiques sud-américaines, c'est-à-dire qu'ils vont les prendre et leur donner une nouvelle visibilité, etc. Et la France est la plateforme l'Algérie peut avoir été amplifiée par les réseaux, les réseaux français. Donc tu vas avoir une Cheikh Harimiti qui va être l'équivalent, mais qui va croiser les bonnes personnes et qui va finir par être adoptée par la communauté mondiale et pas seulement algérienne ou maghrébine. Nous, on n'a jamais eu ça, et pourtant il y aurait de quoi faire ça dans beaucoup de types de musique. On commence à le voir avec les Gnawa à cause du rayonnement du festival, mais il y a d'autres musiques qui pourraient avoir ce sort si on avait soit nous fabriqué ces ponts-là, soit on avait eu des ponts naturels avec ces pays plateformes, voilà, si je puis dire. Ça répond à la question. Merci. En tout cas, je pense que le statut d'icône, il n'y a même pas à poser la question. Du coup, des fois, j'ai l'impression d'être cette ancienne émission de l'école des fans où on demande aux gens de noter alors que c'est plutôt c'est plutôt évident qu'elle est iconique en effet. Et on va passer... Ça va être la dernière émission, on va commencer à avoir des refus, je pense. Oui ou non. Et donc là, on va s'arrêter un petit peu pour donner la parole à Reda et passer à notre deuxième icône. Et là, je passe la parole à Reda, qui a aussi une icône à nous présenter. De qui s'agit-il? Ah ouais, il parle plongé dans le football marocain des années 80 et cette équipe glorieuse qui est un marqueur générationnel, c'est-à-dire il y a ceux qui l'ont vu et qui s'en rappellent et ceux qui sont nés après qui vont le raconter. José Faria, il s'appelle José, il est né José Faria, il est né à Rio en 1933.
Et il fait toute la première partie de sa carrière comme formateur pour les jeunes dans le club Carioca de Fluminense. Alors Fluminense, je sais pas comment on dit. À Rio, il y a beaucoup de gros clubs. Il y a Botafogo, Vasco da Gama. Mais deux principaux, c'est Flamengo et Fluminense. Et il est formateur de jeunes et donc il est connu pour ça. Et d'ailleurs, il est à un moment où on trouve, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans cette première partie de carrière, si ce n'est un titre de meilleur entraîneur de jeunes au Brésil. Je sais pas très bien à quoi ça correspond. Mais en tout cas, sa carrière va commencer, celle qui nous intéresse beaucoup plus tard, puisqu'il quitte le Brésil à 47 ans. Puis il y a un réseau qu'on a du mal à identifier, mais il va chercher fortune au Qatar. Et il va s'occuper en tant qu'entraîneur. En tant qu'entraîneur. Et là, il va s'occuper des équipes de jeunes, parce que c'est vraiment son cœur de métier. C'est les jeunes. C'est un formateur. C'est pas un entraîneur pour club bling bling. C'est un formateur qui sait prendre les jeunes et les former. Il va prendre l'équipe junior du Qatar. Cette équipe junior du Qatar, c'est lui qui va la façonner. On est dans les années 70 On est dans les années 70 et on est même précisément juste avant 1981. Pourquoi 1981 est importante? Parce qu'il y a la Coupe du Monde junior de la FIFA et l'équipe que Faria a formée, alors il n'est plus là justement parce qu'il est venu, mais entre-temps, cette équipe junior va atteindre, tenez-vous bien, la finale de la Coupe du Monde junior avec l'équipe que Faria a formée. Donc il perd en finale contre, je pense, la RFA 4-0. C'est marrant parce que ça va résonner vis-à-vis de l'équipe du Maroc plus tard, mais au premier tour, il bat la Pologne, que l'équipe du Maroc va retrouver. Il bat le Brésil, c'est son grand highlight. Voilà, il bat les juniors brésiliens. Et là, j'insiste, Faria n'est pas sur le banc, mais c'est l'équipe que Faria a formée. Parce qu'entre-temps... Donc il y a sa touche. Entre-temps, voilà, exactement, parce qu'évidemment, on ne forme pas une équipe junior en quelques semaines. C'est vraiment de la formation. C'est pas un sélectionneur, c'est un formateur, Faria. Et il débarque au Maroc, dans ce football marocain des années 80, qui est hyper politisé. C'est-à-dire, quand je dis politisé, c'est-à-dire qu'il est l'objet de la plus haute sollicitude royale, c'est-à-dire que le roi Hassan II... Ah, donc on le ramène. Qui il débarque? Non, il est proposé par okay. Valente, qui est un autre Brésilien qui a pris la sélection, qui voulait partir. Valente qui va avoir une grande carrière. Et il dit, moi je propose un Brésilien que je connais, qui est au Qatar, qui fait du bon boulot. Mais il vient vraiment de façon anonyme. Bon, à l'époque, je vous raconte cette histoire de Qatar parce qu'on a envie d'en faire un podcast, mais personne ne le sait. Hein. On voit arriver un bonhomme qui prend les phares. Hein. Il faut le dire, il prend l'équipe des forces armées royales. Voilà. Et qui va, évidemment, naturellement donner la base de l'équipe nationale du Maroc. Donc, on va rapidement parler son palmarès avec les phares et bien sûr des titres nationaux, mais on va quand même parler du premier titre continental marocain, c'est celui des phares en 1985, vainqueur de la Coupe d'Afrique des clubs champions, qui est devenue la Ligue des champions avec les fameux Timoumi et compagnie. Mais Faria, il va prendre cette équipe nationale et il va en faire une sorte de club. Quand je dis une sorte de club, pourquoi un club? Parce que tous les Marocains étaient capables de vous réciter la tchkila. Voilà. On prend les gars, on les met en confiance, on leur multiplie, parce que pourquoi je parlais de la sollicitude royale, politique, etc. C'est parce que l'équipe du Maroc, elle avait vraiment, elle était quelque chose d'important. Symbolique, exactement. Donc on peut arrêter le championnat chaque mois, une semaine, pour que les gars de Faria se retrouvent. Voilà, on peut donner, tous les moyens. D'ailleurs, quand ils vont arriver en Coupe du Monde, ça va être la première équipe qui va arriver physiquement en Coupe du Monde, c'est l'équipe nationale. C'est-à-dire par un mois avant, pour s'habituer à la chaleur, à la hauteur, à l'altitude, etc. Parce qu'on va jouer en altitude. Voilà, donc c'est un gros truc. L'équipe nationale, c'est l'investissement sportif. Ouais, l'investissement. Et c'est Faria qui gère cette équipe nationale. Alors, ce qui est dingue quand on parle de Faria, tu vas jamais le voir. Il n'y a pas d'image, mais on s'en rappelle. Tu vas jamais le voir en train de gesticuler sur le banc de touche, ou là de brailler sur un arbitre, ou là d'engueuler un joueur. C'est le bon père de famille, fin psychologue, Gels, tranquille, qui murmure à l'oreille des joueurs. Moi, j'ai parlé avec le Biez, j'ai parlé avec Timoumi, j'ai parlé avec Dolmen Larhamon, j'ai parlé avec Haddaoui. Ils te disent tous la même chose. Faria n'est jamais rentré dans les considérations tactiques, ou là, il n'a jamais expliqué comment il fallait jouer. Il travaille sur le psychologique. Il a passé les 6 mois avant d'arriver en Coupe du Monde à leur expliquer qu'ils étaient capables de le faire. Ce n'est que ça. Et c'est énorme. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait effectivement avec ce fameux premier passage au deuxième tour. Passage au deuxième tour, défaite contre la RFA, statut de Faria un peu mythique, les décorations. Faria qui a un vrai amour pour la culture marocaine, se marie, devient musulman, il s'appelle Mehdi. Et c'est pas juste une conversion comme ça de façade. Il est resté ici même après la fin de sa carrière. Il me semble qu'il est décédé ici aussi. Oui, il est décédé ici. Il a fini sa vie ici. Oui. Il y a très peu de temps. Ça a fait une vraie émotion dans la communauté foot en 2013 à Kenitra. Faria, donc je fais 2 demi-finales donc de Cannes, celle de 86 et celle de 88. Et celle de 88, alors juste pour information, déjà aller à la Cannes à l'époque, il y a 8 équipes. Donc c'est l'équivalent d'un quart de finale aujourd'hui. Grande sélection à l'avance. On a cette Cannes de 86 où on perd en demi-finale contre l'Égypte, des conditions un peu spéciales en Égypte évidemment. Et il y a celle de 88 qui va être la vraie rupture entre Faria, l'équipe nationale, cette génération. Parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. 88, on se considère très très fort.
C'est-à-dire, on a l'équipe de 86 qui a fait huitième de finale de la Coupe du Monde. La CAN 88 est au Maroc. Voilà. Donc nous, a priori, toutes les étoiles sont alignées on va pour... la prendre tranquillement. Et encore plus, autre étoile alignée, Monsieur Tessema, ancien président de la CAF, est décédé et les élections qui vont donner son successeur vont avoir lieu au Maroc et c'est là où Monsieur Issa Hayatou va être nommé. Donc c'est la première CAN de Issa Hayatou, il est élu au Maroc, on est chez nous, tout, c'est bon quoi, il faut juste mettre 11 mecs sur le terrain et aller chercher la coupe. Et on arrive dans ce fameux match de 1988 entre le Maroc et le Cameroun, qui est au lieu au Stade d'Honneur, et qui est un match qu'on perd 1-0. Alors à l'époque, on s'en rend pas compte parce qu'on est complètement. Enfin moi, je suis jeune, je suis dans le stade. Il y a cette fameuse, l'arbitre perd le contrôle complètement. Il y a Hassan. J'ai oublié son nom, mais nous on l'appelait Lawar, qui était défenseur du Raja, qui prend un coup de boule et qui sort sur une civière. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on croyait qu'il était mort. L'arbitre perd complètement le contrôle du match. Ça tourne à l'échauffourée. Et à l'époque, juste pour information, ce qui est drôle par rapport au foot d'aujourd'hui, c'est que dès qu'il y a une bagarre sur le terrain, la caméra, elle filme en haut. Pour ne pas... Voilà, Hassan Stro. Okay. On montre pas ça. On montre pas ça. C'est aussi la fameuse canne où le parachutiste est resté accroché voilà, sur le poteau. C'est une canne qui a mal tourné. C'est une canne qui a mal tourné. Et Faria, qui avait promis la Coupe d'Afrique au peuple marocain, à tout le monde, parce qu'on était censé être les plus forts, a failli à sa promesse. Voilà. Et il va jamais en fait s'en remettre. Voilà. Il va jamais se remettre de cet échec-là. On peut décrire la suite de sa carrière. Elle est beaucoup moins glorieuse que cette partie sur laquelle je reviens, qui est cette demi-finale de Coupe d'Afrique et ce huitième de finale de la Coupe du Monde. Mais il y a cette notion-là que ce truc-là a mal tourné. Voilà, ça devait être une fête. Et ce qu'on voit pas à l'époque, qu'on a vu, enfin aujourd'hui je peux te le dire parce que j'ai plus de recul, c'est que le Cameroun était très fort. Ouais, c'est le début d'une grande équipe. C'est l'équipe du Cameroun de 90 qui va arriver, voilà, qui va porter l'Angleterre en prolongation avec Makanaki, avec les Nkono, Roger Milla, Bell. Enfin, c'est des gros Kanabi, Komambi, c'est l'équipe qui va battre l'Argentine en ouverture de la Coupe du Monde 90 et qui va arriver jusqu'en quart de finale aux prolongations avec le fameux penalty de Lineker. Voilà. Pas de malchance. Non, disons, ça se jouait à peu de choses, on aurait pu passer, mais on n'est pas non plus tombé sur une bande de manches qui se contentait d'être des bouchers comme on se les est décrit voilà. après. Et évidemment, il y avait cette histoire de blessure de Hassan qui a posé un peu une chose terrible dans ce match-là, puisque je le répète, on a l'impression qu'on pensait qu'il était décédé. Voilà. Mais alors, évidemment, il n'est pas mort. Il s'est réveillé à l'hôpital. Il raconte ça aujourd'hui. Il est aux États-Unis. Le travail de Faria, c'est un travail de rigueur. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va vous inventer des schémas tactiques. L'équipe du Maroc qui est partie en Coupe du Monde en 86 était défensive. Elle avait une défense de malade. Elle cassait le rythme, on le dit froidement. On était les outsiders et on va jouer avec nos armes. Nos armes, c'est quoi? C'est une défense énorme. Zeki plus les 4 devant, c'est énorme. Et je vous rajoute Dolmi devant la défense. Donc Dolmi derrière, Bouyahiaoui, Biez à droite, Khalifa à gauche, Limalis et Zeki derrière. Ça fait un bloc de 6 joueurs très très dur à passer. D'ailleurs, cette équipe-là, la Pologne n'a pas marqué, l'Allemagne a marqué en dernière minute sur un coup de pied arrêté, l'Angleterre n'a pas marqué et en éliminatoire, l'Égypte n'a pas marqué ni en aller ni en retour, etc., etc. C'est un gros mur. Et ça, c'est la confiance. Et quand on voit, par exemple, Khairi qui marque 2 buts contre le Portugal, c'est là où on voit le travail de Faria. Parce que Khairi, regardez bien les buts, ils sont sur YouTube. Khairi, il tire en première intention. Khairi, il se pose pas de questions. C'est-à-dire que derrière, tu as un coach qui lui a expliqué qu'il pouvait se permettre ça. Et que s'il loupait ça, il n'allait pas avoir de conséquences. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que tu es en position de tir, tu allumes. Et ça, il y a très peu de joueurs qui le font encore aujourd'hui quand ils sont en état de doute par rapport à leur statut de titulaire, remplaçant. Est-ce que machin, je loot, je sécurise, je fais 3 contrôles, j'essaie en retrait. Et là, tu vas voir ce fameux deuxième but de Khairi sur une reprise directement sur un centre de Khalifa. Ouais, exactement. Voilà, BF avec lui dedans. Et c'est ça Faria. Et Faria, c'était le bonhomme qui les a mis en confiance, qui a fabriqué un système tactique basique. C'était très simple. On partait jouer à l'étranger avec une équipe qui avait beaucoup plus de phares et puis voilà, on enlevait les braves milieux de terrain défensifs, les Fradeli, Heidemo, etc. Et on faisait rentrer les artistes, Timoumi et compagnie. Et on avait là, à domicile, la possibilité de jouer, de produire du jeu et de marquer. Mais il y avait toujours cette idée le foot commence par la défense et on est là pour ne pas encaisser de but. Le seul regret qu'on peut avoir, cette équipe serait allée beaucoup plus loin s'il y avait eu peut-être, je pense, c'est pas moi qui le dis, c'est même les joueurs, un peu plus de talent offensif. C'est-à-dire si la ligne de devant était aussi fournie ou là aussi parce forte que par exemple Khairi qui marque 2 buts, Khairi c'est un milieu de terrain, tu vois, c'est pas un finisseur, c'est un bonhomme qui est là que Faria adorait parce qu'il était dévoué au collectif, était capable d'avaler les kilomètres, les replis défensifs, etc. Il les faisait très bien. Et c'était l'équipe de Faria. C'est l'équipe de Faria que tous les Marocains ont bien vu comme étant le petit papa poule de cette équipe mythique. Sacré alors, Faria, moi je vais pas poser la question à Reda parce que on l'entend à l'émotion. Icône, mais alors pour Mustafa Kaderi, est-ce que Faria icône ou là
Si, je valide parce que je veux dire, c'est un moment aussi de ma vie, au moment où l'équipe nationale était vraiment au top, surtout avec cette grande qualification. Et je me souviens, j'ai vu à la télévision, j'étais au Bled, les manifs qui ont eu lieu un peu partout pour célébrer cet grand événement symbolique, bon, sur le Portugal, sur une nation de football qui est européenne et surtout une qualification au deuxième tour. Oui, effectivement, c'était quelque chose, c'est un grand événement dans l'histoire. On a beaucoup de mal à expliquer aux générations d'aujourd'hui à quel point, parce que les images sont pas extraordinaires, tu vois, c'est une qui joue derrière, qui marque, qui enchaîne le 0-0 et puis ce 3-1 contre le Portugal. Bon, parce que, mais on a du mal à expliquer. L'impact. Ouais, l'impact et puis le truc de la première fois. On a du mal à expliquer ce que c'est que la première fois. C'est-à-dire qu'on avait peur il y avait la possibilité d'un 8-0. L'Afrique. Le Zaïre avait pris 11 buts en Coupe du Monde de 74. Ouais. Tu vois, on était là en train de se dire ça peut mal tourner. On n'est pas benchmarké, on sait pas. On sait pas si on est vraiment fort. Il y avait aussi les. Ça me rappelle un petit peu ce que tu expliquais, je me souviens plus avec qui, quand vous parliez de Saïd Aoueta. Le fait qu'il y ait justement cette première victoire qui dit que oui, marocain, mais on peut. On peut le faire. Et ça vient, tout ça se mélange. Aoueta, c'est 2 ans avant ce match-là. Il y a ce côté, qu'est-ce qu'on vaut? Les Marocains jouent pas dans les clubs européens. Les Marocains jouent pas contre les clubs européens. C'est des matchs amicaux un peu foireux. Il y avait Krimo seul, qui jouait à Bastia. Il y avait Krimo aussi, il y avait Mohadedaoui qui jouait en Suisse à l'époque et également Aziz Boudelbala qui joue en Suisse. Ils jouent pas dans des top clubs. Ils sont pas au Real, au Barça ou aujourd'hui Ziyech à Chelsea et même on sait pas. On n'a pas d'idée. On ne voit pas très bien où on peut aller. Il n'y a pas de chapeau. C'est-à-dire qu'on a devant nous la Pologne, qui est demi-finaliste des 2 précédentes Coupes du Monde. On a devant l'Angleterre, qui a en gros inventé le football. Et le Portugal. Voilà. Et le Portugal, tu vois, il n'y a pas le jeu des chapeaux qui aujourd'hui te permet soi-disant d'avoir un truc un peu équilibré. Et tu as l'idée aussi, pour terminer, que tu pouvais passer en tant que meilleur 3e. On était premier. Et cette histoire alors bien sûr, après, le premier pays africain à franchir le premier tour. Après, il y a eu le Sénégal qui est passé en Asie. Après, il y a eu bien sûr le Nigeria, il y a eu le Cameroun en 90 très vite, il y a eu l'Algérie en 2014 qui a chuté également contre l'Allemagne, donc passé en 8e, passé en quart, le Ghana, j'ai oublié le fameux Ghana avec la main de Suarez en Afrique du Sud, c'est devenu, maintenant la barre est plus haute, tu vois, pour marquer l'histoire il faudrait faire une demi-finale. Tout à fait. Le Ghana était le plus proche je pense, ou même le Cameroun de 90, seul Suarez, ce génie démoniaque les a privés de cette qualification, mais la barre est montée, mais à l'époque on n'était pas du tout dans cette optique, on était dans une optique ne soyons pas ridicules. Et apparemment, dans le groupe, quand on parle aux joueurs, parce qu'ils sont encore là, alhamdoulilah, même s'il y a eu quelques disparitions, Faria et Dolmy étant celles qui sont marquantes, ils étaient tous en grande confiance. Voilà. Super. Et pour information, le genre de choses que Faria faisait, par exemple, c'est d'inviter les gars qui n'ont pas été sélectionnés pour venir en Coupe du Monde aussi. Il l'a fait. Un peu gourou. C'est pas forcément, un mot toujours positif, mais voilà. Bon père de famille, bon père de famille. Exactement, c'est exactement ça. C'est trop fort de sa part d'inviter les gens. Il a invité les gens qui n'ont pas sélectionné. Merci à lui, merci à toute l'équipe, et merci pour ces émotions en 86 siècles. Absolument. Bon, c'est acté. Haddaouaki et José, comment on dit au Brésil d'ailleurs? José? Non, Jo. Il n'y a pas de Khao. Il n'y a pas de. José Mehdi Faria. Merci les amis, à très bientôt. Produit avec le soutien de la MDJS.